Bonjour, c'est Mélanie d'Expat to Work. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous présenter Sophie Deram, une Française établie à São Paulo depuis 10 ans et qui est nutritionniste ici. Alors Sophie a suivi son mari ici en expatriation, mais quand elle est arrivée il y a 10 ans, elle n'aurait jamais imaginé devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. En revanche, elle avait quand même son objectif professionnel à long terme à réaliser et elle est venue juste forte de ce bagage-là et progressivement, eh bien, elle a réalisé son rêve aujourd'hui, c'est devenu sa mission et vous allez voir, vous allez entendre son histoire, elle explique tout ça avec passion. Me concernant et concernant l'expatriation, en fait, j'ai rencontré Sophie il y a 4 mois. J'ai trouvé très intéressant ce qu'elle disait du point de vue du suiveur pour se réaliser aussi professionnellement. Elle n'a jamais considéré qu'elle était là pour du court terme, ni pour une mission d'expatriation de son mari, mais d'emblée, elle s'est projetée à long terme et elle s'est demandé ce qu'elle pouvait faire ici, concrètement, pour réaliser son objectif qu'elle a toujours voulu atteindre. Et donc, elle s'est donné les moyens pour ça et elle a tout fait ici pour le réaliser. Et aujourd'hui, elle est une professionnelle accomplie au Brésil, alors qu'au départ, elle partait quand même avec un sérieux désavantage puisqu'elle a mis son parcours entre parenthèses en France et elle ne savait pas ce qu'elle allait pouvoir faire sur place. Alors je voulais aussi vous faire passer un deuxième message. Comme je vous le disais, ça fait 4 mois que je la suis et ça fait 4 mois que j'espère faire son interview pour vous la présenter et en espérant qu'elle vous inspire et qu'elle vous permette de vous mettre en action vous aussi pour concrétiser vos objectifs professionnels ici en tant que conjoint expatrié. Et elle n'a jamais répondu favorablement à mes demandes puisqu'elle était toujours occupée. Je viens de raccrocher avec elle, elle me dit qu'elle est disponible là tout de suite pour faire cette vidéo. Seulement voilà, je suis à 30 minutes de chez elle quand ça roule. En ce moment, il pleut, il est midi pile. Donc c'est vraiment le moment où le trafic est le plus dense. Du coup, je ne sais même pas si je vais pouvoir mener l'interview jusqu'au bout, en tout cas je l'espère. En fait, ce que je veux vous expliquer là-dedans, c'est que moi aussi, j'ai été conjoint expatrié à mes débuts. J'étais dans une petite routine finalement et inconsciemment, je me mettais des limites. Si cette situation-là s'était présentée il y a 5 ans de cela, à mes débuts en tant que suiveur, eh ben, j'aurais dit « Ah non, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver ». Enfin, je me serais mis malheureusement des contraintes et j'aurais pas vécu cette expérience. Et là aujourd'hui, même si je suis très active professionnellement, si j'avais des choses à faire, eh bien je me suis dit il faut absolument que je fasse cette interview et que je saisisse cette opportunité-là. Donc c'est ça que je voudrais vous faire passer comme message, si ça vous permet de vous mettre en action, non seulement donc de provoquer les opportunités que vous avez professionnellement ici, mais surtout d'y aller, de vous mettre en action et de répondre aux urgences. Même si vous aviez d'autres choses à faire, peut-être d'autres priorités, si ce ne sont pas les enfants, bien allez-y, vous pourrez toujours faire ça à un autre moment. Et là, mon intention, c'est de vous booster pour saisir non seulement ces opportunités et aussi de vous mettre un peu dans l'urgence. Ne remettez jamais à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant et saisissez l'occasion sur le coup. C'est ça qui vous permettra d'atteindre votre objectif professionnel à long terme, de rester actif et toujours en mouvement vers votre objectif de carrière finale. Voilà, je ferme la parenthèse et sans plus attendre, je vous présente Sophie et je suis sûre que vous pourrez tirer aussi des enseignements de son discours. Allez, on y va. Encore merci Sophie de me recevoir aujourd'hui. Ah, mais écoute, merci de m'avoir invitée. Très agréable de pouvoir partager un peu mon expérience. Si je peux inspirer quelqu'un, c'est un grand plaisir. Alors dis-moi, quelle était ta situation avant d'apprendre que vous pouviez vous expatrier au Brésil? Moi, j'ai grandi en Afrique, une partie de ma vie. Ma grand-mère est déjà née en Indochine, donc on connaît l'expatriation depuis longtemps dans ma famille. Et quand on s'est marié avec mon mari, il y a presque 30 ans, on s'est expatrié tout de suite aux États-Unis. Donc j'ai déjà eu une coupure, je venais d'être diplômée, donc je suis ingénieure agronome de Paris-Grignon. Et j'avais commencé une belle carrière dans une banque d'affaires qui n'existe plus, mais qui s'appelait Indo-Suez à l'époque. J'étais ravie de mon travail et tout d'un coup, on a su que mon mari avait une possibilité à New York, ce qui ne se refuse pas. Et donc, j'ai tout lâché pour suivre mon mari. J'étais enceinte du premier enfant. C'était une expérience et on pensait que ça durerait 18 mois. Et nous sommes restés 9 ans et demi.
et on a eu 4 enfants. Donc c'est vrai Sacrée expatriation. Voilà, c'était une expatriation. Alors ça a été très difficile au départ parce que je suis arrivée à New York sans visa de travail. Donc au départ j'ai cherché à travailler, j'ai pratiquement trouvé un job à l'ONU et ils m'ont trouvé trop diplômée, donc finalement je n'ai pas eu le travail. Je trouvais ça très injuste, frustrant. Et très frustrant. Ensuite j'ai eu donc notre premier enfant et ce qui s'est passé, c'est que au long des années, j'ai obtenu donc une carte verte, j'ai travaillé, j'ai trouvé de quoi m'occuper à mi-temps, parce que donc les enfants arrivaient, et c'est vrai que j'ai dû démissionner plusieurs fois pour suivre mon mari, mais à l'époque c'était pas trop un problème pour moi, étant donné que donc on avait la famille qui s'agrandissait. Mais quand on a su qu'on allait donc repartir, alors on est rentré en France 3 ans, donc là j'ai retrouvé un autre travail qui n'avait plus rien à voir avec ingénieur agronome, et quand on a su qu'on repartait au Brésil, là je me suis dit non, moi je ne peux pas passer mon temps à trouver un job, démissionner, retrouver un job, repartir de zéro à chaque fois. Voilà. Et donc je me suis dit bon, qu'est-ce que tu aimes faire, parce que j'avais les enfants qui grandissaient, en même temps j'avais envie d'être aussi présente, hein. Déjà une chose toute simple, mais les enfants étant bilingues, il me fallait des babysitters pour les petits, une répétitrice en anglais, une répétitrice en français. Enfin, ça devenait fallait tout prévoir. Voilà, toute une armada de personnes pour l'éducation. Et donc je me suis dit non, j'aime autant remonter mes manches et étudier. Donc je me suis concentrée sur la nutrition parce que au long de mon parcours, et notamment aux États-Unis, j'ai vu beaucoup de mal-être face à la nutrition, que manger, comment manger. Je voyais beaucoup d'erreurs basiques, beaucoup de femmes perdues, d'enfants avec des troubles. Et donc je me suis dit non, j'ai envie de retourner étudier, mais étudier de manière approfondie, de devenir une spécialiste en nutrition. Et alors c'est là peut-être que ça peut intéresser, c'est que je me suis posé la question de où étudier, parce que j'arrivais dans un nouveau pays, donc je parlais pas la langue d'ici, au Brésil, le portugais, et en même temps je ne savais pas combien de temps j'allais rester, donc se mettre à étudier, reprendre des études ici au Brésil, mais sans savoir combien de temps j'allais rester, je me suis dit ça va peut-être être perdu, dans le sens que je vais avoir 1 ou 2 ou 3 ans de fac, et tout d'un coup il va falloir que je déménage peut-être pour les États-Unis, l'Europe, et donc je vais perdre tout ce que j'ai fait. Donc j'ai retroussé mes manches et je me suis inscrite au CNED, donc les études à domicile, à distance. Oui. Et je suis donc diététicienne nutritionniste, donc j'ai fait l'étude de comment reprendre la nutrition en étant ingénieur. Il y avait quelques passerelles, mais qui étaient assez complexes. Et en même temps, je n'avais pas ni l'envie ni le temps de reprendre des études de médecine pour être vraiment nutritionniste, comme ce qu'on appelle en France un nutritionniste. Donc j'ai opté pour le BTS de diététique nutrition, en pensant que ça allait être facile, parce que venant de 5 ans d'études d'ingénieur, je me suis dit que ça devrait être relativement faisable. Ça a été très très difficile, parce que beaucoup de bachotage, il fallait des études, que je reprenne les études. J'avais 35 ans, 4 enfants, mais bon, ils étaient déjà bien occupés à l'école, donc j'avais du temps. Oui, mais tu avais passé en fait cette phase d'étudier. Ah, mais complètement. Et puis, du coup... en plus, on ne voit pas l'intérêt d'apprendre par cœur. On a complètement passé ce stade. C'est ça. Et puis beaucoup d'insécurité aussi, de se dire oh là là, mais j'ai plus la même mémoire. Bref, ça a été quand même un peu pénible, mais bon, j'ai eu le diplôme. Et là, donc, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai repris les études en portugais pour bien dominer le portugais. Et grâce à des contacts, j'ai pu entrer à la fac de la USP, mais au départ comme visiteur. Donc il ne faut pas hésiter à donner beaucoup. Moi, j'ai énormément donné de mon temps, et gratuitement. Mais ce qui était fantastique, c'est
comme les Brésiliens sont ouverts finalement. D'abord très généreux, très ouverts. Moi, la professeure avec qui j'ai eu le contact, elle a beaucoup aimé mon profil, d'autant que j'avais fait des études dans le cadre du CNED en hôpitaux avec des enfants obèses, et elle était spécialiste des enfants obèses à la HOSPI. Donc elle m'a proposé de venir. Et elle m'a ouvert son laboratoire. Donc ça, c'était extraordinaire, une opportunité que j'ai saisie. Et je me suis investie. Donc j'y allais au départ 2 jours par semaine. Donc c'était tout à fait raisonnable. Mais très vite, j'ai eu la chance de développer certaines petites recherches qui ont été ensuite validées par des congrès à l'étranger. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais Sophie, pourquoi tu ne fais pas un doctorat ? Et donc à cette époque, on savait qu'on allait rester au Brésil, donc je lui dis, bah écoute, oui, pourquoi pas. Et donc j'ai fait la démarche pour rentrer en doctorat. Au départ, à la HOSPI, ils m'ont dit très gentiment, c'est là encore, je vois la gentillesse brésilienne, ils m'ont dit, Sophie, tu peux le faire en anglais si tu veux, ton doctorat. Et moi, bien sûr, j'ai dit non. Je veux parler portugais. Je veux le faire en portugais, et je vais bien regretter parce que quand il s'agit d'écrire la thèse, j'ai quand même souffert. Parce que toute la recherche se fait en anglais. Et après, il a fallu que je transpose en portugais. Donc, c'est vrai que j'ai donné beaucoup de mon temps, de mon énergie, mais en apprenant, et je reconnais que j'ai eu la chance d'être aussi au top de ce qui se fait au Brésil. Donc voilà, ensuite ça s'est enchaîné. J'ai eu mon doctorat, mais en même temps je voyais bien que c'était pas aussi simple. Le traitement de l'obésité était plutôt en échec. Donc je suis partie étudier plus en psychiatrie. Et de fil en aiguille, je suis devenue expert en comportement alimentaire. Et on m'a proposé d'écrire un livre. Voilà. Et donc, j'ai écrit ce livre, là encore en portugais. Et depuis, je suis devenue relativement connue au Brésil comme nutritionniste. Et c'est vrai que je passe un moment fantastique. Et pendant longtemps, j'étais la française. Donc, effectivement, on me regardait un peu comme petite bête de foire parce que je parlais pas très bien. Ils aimaient bien ma participation, mais je restais quand même la française et puis l'étrangère. Et donc c'était toujours un petit peu. On donnait par exemple des conférences à mes collègues et pas à moi parce que je parlais pas assez bien portugais. Donc pendant longtemps ça a été un handicap et maintenant c'est devenu une qualité. C'est ça qui est très chouette, c'est que d'abord on se souvient de moi. Ensuite, ils admirent beaucoup le travail que j'ai fait, tout ce que j'ai investi. Et surtout, je pense et ça c'est très important, je respecte énormément la culture brésilienne. Et donc, ils ont cette reconnaissance. Sophie, la française qui respecte le Brésil. Alors, entre-temps, je suis devenue brésilienne, donc ça fait 10 ans que je suis brésilienne, 15 ans que je suis au Brésil. Et me voilà en train de donner, j'espère, des bons conseils et surtout des inspirations à qui veut investir dans ce pays qui reste malgré tout magique pour son ouverture d'esprit et sa tolérance. Ses possibilités aussi. Ah oui, oui vraiment. Alors quand je t'ai rencontrée, Sophie, j'ai été séduite par ton côté professionnel. Quand tu m'as parlé de ton travail de nutritionniste, comment tu en étais arrivée là, tu m'avais expliqué tout ça. Je pensais te poser cette question par rapport au fait que tu te sois expatriée, donc au Brésil, que tu aies décidé d'y rester et que tu poursuives ton parcours professionnel finalement, parce que tu disais j'ai passé beaucoup de temps, j'ai donné beaucoup de mon temps gratuitement. Au départ, effectivement, j'étais à l'étrangère, donc tout ce qui pouvait arriver ne m'arrivait pas à moi, mais aux Brésiliens, aux locaux. Et du coup, tu as dû un peu te battre pour arriver à ce que tu as aujourd'hui et ce que tu enseignes aujourd'hui, à ta mission, finalement. Mais tout ça, ça a été possible parce que justement, tu avais défini que c'était ça ta mission. Tu savais où tu voulais aller. Oui. Et tu avais cette volonté, tu as eu cette persévérance.
et la patience, qui t'ont donné la patience d'aller jusqu'au bout et de passer ces phases un peu de sentiments négatifs par rapport à ce qui t'arrivait au Brésil. Tout à fait. Mais non, ce que je tiens à dire, c'est que je n'avais pas envisagé ça. C'est-à-dire que je continuais mon chemin de la meilleure façon possible, mais je n'avais pas imaginé que je deviendrais, déjà que j'écrirais un livre, pour moi c'était pratiquement de l'ordre de l'impossible, que j'arriverais à ce que je suis. Donc quelque part aussi, j'ai accompagné un développement avec confiance, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que je n'ai jamais eu la certitude que j'allais rester au Brésil. Au départ, on était venus pour 2-3 ans. Mais et je pense que ça vient de mon historique d'expatrié. J'ai toujours misé sur du long terme. Parce que quand on ne sait pas combien de temps on va rester, le danger c'est de se dire comme je vais rester, ça ne sert à rien que je m'investisse. Exactement. Alors que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Enfin, c'est comme ça en tout cas que j'ai vécu ma vie. Et maintenant ça paye parce que en plus dans toute cette histoire, les enfants sont partis entre-temps. Donc je me retrouve dans un pays qui n'est pas le mien, avec les enfants qui sont tous en train d'étudier dans le monde entier, parce qu'évidemment c'est un virus qu'on passe à nos enfants. Ils sont très heureux, mais moi j'ai un petit peu le cœur gros d'être dans un lit vide. Et cette activité m'a complètement aidée à surmonter tout ça. Et surtout c'est une grande satisfaction de pouvoir m'investir à fond là-dedans. Dans tes avancées, en fait, dans tes recherches, dans le fait que tu choisisses aussi de suivre ton mari en expatriation à la base, de quitter ton poste donc en France dans l'agroalimentaire, c'est bien ça? Alors, j'étais spécialiste en agroalimentaire, mais dans une banque d'affaires. D'accord. Ouais. Donc, tu as décidé, parce que j'imagine que si vous l'avez décidé à deux. Oui, ça s'est décidé à deux. Et moi, je ne pensais pas rester forcément longtemps. J'ai trouvé très difficile d'arriver au Brésil, parce qu'on est arrivé à une époque où il y avait pas mal d'insécurité, les enfants petits, mon fils aîné avait déjà pris l'habitude d'aller à pied à son karaté, il avait déjà pris un peu de liberté, il s'est retrouvé un petit peu coincé, donc on avait un chauffeur, on a eu un chauffeur à l'époque, donc il ne pouvait pas vraiment sortir de la maison sans en discuter avec moi ou avec le chauffeur. Parce qu'on ne vivait pas en centre-ville, on était en maison. Et c'est vrai que cette arrivée n'a pas été très facile. Et vraiment, je ne pensais pas que je resterais très longtemps. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Et maintenant, on est dans du long terme. Oui. Quand tu as quitté la France, en fait, tu as lâché ton travail pour suivre ton mari. Tu avais l'intention de continuer ton parcours professionnel dans cette mission-là. Sans l'avoir décrite peut-être précisément, mais puisque tu ne savais pas que tu allais écrire un livre, mais en tout cas la nutrition c'était déjà quelque chose de défini pour toi. Oui, j'avais déjà même commencé les études. J'avais pris la décision de me concentrer sur ça et le départ au Brésil a fortifié tout ça parce que j'étais déjà bien dans ce... C'est pas le Brésil qui m'a fait retourner aux études. C'est vrai que j'avais déjà commencé un petit peu avant. Et le Brésil m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que c'était global. Parce que quand je suis arrivée ici, je ne m'attendais pas du tout, notamment à Sao Paulo, voir autant de problèmes d'alimentation. Autant de problèmes d'obésité infantile, de stress, du terrorisme alimentaire, de personnes en permanence en régime. Et c'est encore un autre type de fonctionnement que les États-Unis. On ne peut pas dire que c'est un micro-États-Unis ici. Ils ont vraiment une autre culture, mais c'est une culture quand même très axée sur le corps. L'apparence, c'est très important. L'apparence, puis surtout un business autour de ça qui est florissant. Oui. Et quand j'ai écrit mon livre, parce que moi mon livre il parle justement de l'effet contre-productif des régimes, donc le titre c'est le poids des régimes, donc j'explique comment les régimes au lieu d'aider à maigrir en fait ils vous mettent dans des cercles vicieux qui ont plutôt tendance à vous faire grossir et que ça transforme votre relation avec les aliments. Je pensais lancer un pavé dans la mare, donc je me suis dit j'y vais. Le fait d'être française, le fait d'être
Je suis pas rentrée comme professeure à la USP. J'aurais pu passer les concours et rentrer dans une carrière académique, j'ai décidé que non. La USP, c'est l'université de São Paulo. Oui, à l'université. Je me suis dit, tant qu'à être indépendante, eh ben, je vais dire ce que j'étudie et je vais le dire haut et fort. Donc je pensais que j'allais jeter donc un pavé dans la mare et que j'allais avoir pas mal de critiques. Et la belle surprise, c'est que ce livre, non seulement il est dans les best-sellers, ça c'est très chouette, mais en plus il est recommandé dans les facs de nutrition. Alors la petite française est recommandée dans les facs de nutrition, c'est assez émouvant parce que je suis invitée maintenant à aller donner des conférences un peu partout au Brésil dans des facs. D'ailleurs, ça a été très compliqué de se voir. Oui. Sophie n'est jamais là, en fait, n'est jamais toujours sollicitée. Voilà, c'est une star au Brésil, notre Sophie française, francésigne. C'est vrai que c'est assez agréable de voir à quel point... c'est mon petit dernier. Hein, voilà, ton 5e enfant, au final, oui, tout à fait. Qui lui va rester, parce qu'il te porte, hein, c'est toi, enfin, tu le portes, il te porte, c'est ta mission, quoi, c'est vraiment... Non, puis, oui, tout à fait. Et puis ce que j'ai dit en riant, c'est mon 5e, mais il va survivre aux autres. Voilà, oui, exactement. Tu penses que tu aurais pu faire ça ailleurs, dans un autre pays? Ah ben, c'est une bonne question. Je pense que oui. Autrement... Mais je pense qu'on a un peu partout des opportunités. Parce que quand j'étais à New York, j'avais des opportunités. La difficulté que j'ai eue à New York, c'est que donc j'avais pas de visa de travail. Ici, je suis arrivée quand même, j'avais un visa de travail. À New York, j'ai eu les enfants, donc je voulais pas non plus m'investir à fond. Il y a eu pas mal de choses, mais j'entrevoyais quand même... un futur sympa, parce qu'on est arrivé pour 18 mois et on est parti au bout de 9 ans et demi. Et comment vous avez décidé de rester alors au Brésil? Ah ben, le Brésil, ça s'est fait, en fait mon mari est venu comme expat à Sao Paulo et 4 ans après il a décidé finalement de monter sa boîte. Donc ça s'est fait, on était d'accord pour donner une chance. C'est un projet qu'il avait depuis très longtemps et c'est vrai qu'il était un peu fatigué de ce type de carrière dans des grosses entreprises où il voulait un peu plus de liberté et donc il a monté sa boîte et moi entre temps donc je passais mes examens, mes concours, j'ai ouvert mon cabinet et ça marche bien. J'ai pas mal de patience. On a complètement changé notre profil. On est arrivé comme expat, donc lui expat avec un job d'exécutif et moi femme d'expat, faisant des études. Et maintenant on est 2 entrepreneurs. Donc on a pris quand même des sacrés risques. Donc il y a des hauts et des bas. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai qu'on est là pour encore un bon bout de temps pour ça justement, parce qu'on a vraiment monté des business ici. Vous avez votre objectif chacun et vous êtes vous prenez les risques qu'il faut pour concrétiser ces objectifs-là et réussir votre parcours, parce que finalement quand tu regardes en arrière, tu as bien réussi ton parcours aussi. Oui, c'est vrai que je suis très satisfaite de ce qui s'est passé, mais encore je n'avais pas vu. Hein, c'est pas quelque chose, une apparition qui m'est venue il y a 15 ans en disant tu seras ça. Bien sûr. Mais maintenant, ouais, je suis très contente parce que j'en ai quand même un petit peu bavé avec les études. Quelque part, j'ai un petit grain de folie quand même parce que j'ai fait quand même pas mal d'années d'études. Mais je vois bien que c'est un grand plaisir pour moi d'apprendre, d'avancer et finalement avec un œil très critique, parce que je pense que mon grand différentiel par rapport à tous les professionnels que je rencontre, c'est que j'ai déjà étudié donc l'agronomie, l'agriculture, l'industrie. J'ai fait la nutrition en France, ensuite je suis arrivée au Brésil, mais avec aussi un regard des États-Unis. Et donc j'ai une vision beaucoup plus critique de ce que j'entends, de ce que je vois. Et la nutrition, je l'ai travaillée, mais avec un œil critique. Je ne l'ai pas avalée comme si c'était une science exacte. J'ai remis beaucoup en question ce qu'on me disait. Je disais, ah bon, mais pourquoi? D'où ça vient ça?
Et au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de mythes qu'on se répète et qui sont faux. Que la nutrition, c'est pas une science exacte. Qu'on a oublié la partie pratiquement la plus importante de la nutrition, qui est le comportement. Comment est-ce que je mange? C'est pas pareil de manger avec culpabilité, que manger en savourant très heureux le même aliment. Sophie est vraiment passionnée parce qu'on rembraye à chaque fois vers ce côté nutrition, ce qui est très important. Parlons de ta folie. Parlons de cette folie. Tu me dis, j'ai un grain de folie quelque part. Si tu n'avais pas eu ce grain de folie, aujourd'hui, tu serais où à ton avis? Est-ce que tu serais aussi heureuse? Oh là là, oui, peut-être pas. Je serais peut-être frustrée. Ouais. Je pense que ce petit grain de folie fait que je ne regrette rien. Hein, je me dis pas j'aurais dû. Non. J'ai profité du moment, des opportunités que j'avais à fond, mais sans non plus un plan fixe. Donc je pense que j'aurais pu déménager et continuer ailleurs. Parce que une fois que j'ai validé le doctorat à la USP, ça m'aurait ouvert des portes aux États-Unis. Donc si on avait déménagé à cette époque-là, j'aurais pu continuer ma recherche dans d'autres facs. Et même un retour en France aurait été validé. Donc, mais ça n'aurait pas été le même plan de vie du coup par rapport à ta vie de famille personnelle. Oui, mais je suis restée très ouverte parce que je me suis rendu compte que ça servait à rien d'essayer de contrôler tout. Alors, si on m'avait dit, au moment où j'étais dans ma banque indosuez, 23-24 ans, jeune mariée, si on m'avait dit tu signes là le contrat, tu vas voyager, démissionner 3 fois, reprendre des études, vivre 15 ans au Brésil, 9 ans aux États-Unis, ne pas travailler, t'occuper de tes enfants, je n'aurais pas signé. Parce que j'étais assez femme moderne. Ouais, j'avais l'intention d'avoir une carrière. Donc, mais c'est vrai que maintenant, je ne regrette pas. Donc il ne faut pas avoir des plans trop fixes. Non, par contre, nous mène aussi. L'objectif final, si tu le connais, tu as cette volonté d'y arriver et tu saisis les opportunités. Parce que tout à l'heure, tu disais, je crois, j'en ai profité, mais en fait, c'est plutôt dans le sens que tu as saisi les bonnes opportunités qui t'ont permis d'aller jusqu'à ce que tu es aujourd'hui. Oui. De devenir ce que tu es aujourd'hui, de proposer ce que tu proposes comme service aujourd'hui aux personnes qui en ont besoin. Et je pense aussi de ne pas avoir peur. Parce que ça fait peur, hein, parler dans un amphi devant 300 personnes, dans une langue qui n'est pas la vôtre, je relevais le défi. Et finalement, au Brésil, peut-être c'est la différence par rapport à une expatriation dans l'autre sens. Les gens sont très très ouverts et très très gentils. Très tolérants. Très tolérants, on peut faire des erreurs, ils sont déjà tellement contents qu'on parle la langue que je me sentais assez, disons, avec un œil bienveillant. Mais ça a demandé pas mal de courage, oui. Et de sacrifices, parce que quand vous êtes femme d'expat et puis que vous commencez à faire les études, on commence à vous appeler Sophie, tu viens déjeuner, tu viens au golf. Et moi je disais non, je travaille. Et finalement après on appelle moins, on reçoit moins de coups de fil. Puis on va me dire c'était sympa le déjeuner, mais oui, mais toi tu travailles. Ah oui, moi je travaille. Et puis vous m'avez plus prévenu, et voilà. C'est vrai que j'ai eu un petit peu. Alors c'est aussi l'occasion de remettre un peu les amitiés en ordre. C'est vrai qu'on a énormément changé au niveau de notre style de vie. On était moins dans l'expatriation, les fêtes, les soirées, les repas, les dîners, et plus dans des amitiés, d'ailleurs avec des Brésiliens. On s'est installé en fait. Donc Je suis contente que tu parles de ça, les amitiés avec les Brésiliens, parce que j'ai beaucoup de témoignages qui me viennent, des questions. De toute façon, moi, les Brésiliens, l'amitié n'existe pas. Je n'avais finalement pas d'amis vraiment au Mexique, au Brésil. Et c'est très difficile de se lier d'amitié sincère avec des Brésiliens. Et je suis presque la seule à dire que non, c'est faux, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis brésiliens. Et je sais que ces amis brésiliens, je les ai aujourd'hui, je les aurai demain. C'est peut-être pas la même amitié, on n'attend peut-être pas la même chose.
d'un Brésilien, d'un ami brésilien que d'un ami français ou qu'un ami de son pays d'origine. En tout cas, c'est possible, est-ce que tu es d'accord avec moi, d'avoir des amitiés sincères avec des Brésiliens? Oui, mais je peux même dire que nos meilleurs amis sont brésiliens. Voilà. Ceci dit, je me suis liée d'amitié avec beaucoup de femmes et de couples qui venaient d'arriver. Et je me suis rendu compte à quel point aussi les amitiés sont plus rapides quand on est avec sa culture. Oui, dans son pays de Donc, oui, du pays ça a été d'origine. une belle surprise. On a trouvé pas mal de bons amis. Malheureusement, là, ça fait 5 ans qu'on est dans l'appartement. Ben, il y en a beaucoup qui sont déjà repartis. Mhm. Donc, il y a cette espèce de perte un peu permanente quand on se lie d'amitié avec des gens qui bougent. Mhm. Hein, mais bon, moi, j'ai vécu ça depuis que je suis enfant, donc je le vis pas comme une perte sèche, puisque finalement on reste en contact, on a des amis un peu partout dans le monde maintenant. Et avec les moyens, internet, les médias, on arrive quand même à garder des bons contacts. Oui, Mais et à se retrouver de temps en temps. Et c'est vrai qu'on a un petit peu deux types d'amitié. Et alors, autre chose intéressante, j'ai des très très bonnes amies américaines, donc étrangères, mais qui sont au Brésil depuis très longtemps. Mhm. Et je suis un peu la Benjamine, donc elle me donne beaucoup de conseils, c'est très chouette. Donc il y a moyen, surtout dans des grandes villes comme São Paulo. En revanche, si j'avais été expatriée dans une petite ville Oui. de l'intérieur, je pense C'est que j'aurais vrai. eu plus de mal. En même temps, São Paulo est quand même la ville où il y a tout le travail. Hein. L'activité professionnelle, elle est ici. Mais si on regarde les très bons amis brésiliens qu'on a, ils sont quand même assez internationaux. Voilà, Ils ont exactement. vécu ailleurs, ils ont un intérêt ils sont un peu comme nous, quoi. Ils sont pas déracinés, mais ils sont ouverts. multicultures, voilà. Mhm. Ils ont une ouverture supplémentaire, c'est Ouais. vrai. Donc pour résumer, donc Sophie, l'exemple de réussite, hein, d'un parcours professionnel réussi, d'un équilibre entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Mais oui, je dis assouvi. souvent, on peut pas tout faire en même temps, mais on peut tout faire. Ça, c'est pour les jeunes femmes qui ont du mal à s'investir dans la famille, qui sont désespérées parce qu'elles ont dû quitter leur travail pour suivre le mari. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment difficile. Mais ceci dit, ce sont des moments où on se remet en question et on revoit aussi un petit peu d'un œil différent tous les plans qu'on s'était faits. Et maintenant que j'ai un petit peu d'âge, je me rends compte à quel point ça a été une chance pour moi d'avoir été obligée d'arrêter de travailler. Parce que je me suis retrouvée à réorganiser mon monde. Je pense que les enfants y ont beaucoup gagné parce que du coup j'étais quand même plus avec eux et ça a été une aventure fantastique et là maintenant que les enfants sont partis, j'ai l'impression que ça s'est passé à la vitesse de la lumière et du coup je suis contente d'avoir quand même vécu ça. Une vie c'est long, mais une vie ça passe très vite aussi. Ça passe très vite. Oui. Donc saisir les opportunités, déjà savoir vers quoi t'orienter avant de partir, décider sans subir l'expatriation, faire ce qu'il faut sur place en prenant les opportunités, en prenant quelques risques parfois, mais toujours avec cette volonté, cet objectif final d'y arriver. On ne sait pas quel chemin, mais en tout cas, tu as ton objectif final qui est défini et du coup ça t'aide à garder cette volonté, à avoir cette patience, une intégration aussi, c'est ce que j'ai retenu de ce que tu viens de nous expliquer, une volonté de s'intégrer vraiment à la culture brésilienne, à comprendre cette culture, s'intégrer donc. Et c'est vrai qu'on a tout de suite essayé d'apprendre la langue. Et alors, j'avoue que je me suis arrêtée assez tôt. Je me suis arrêtée au niveau du subjonctif. Quand est arrivé le livre du subjonctif, j'ai dit, j'ai pas besoin. Je pense que c'est le niveau C1, donc c'est le niveau professionnel pour embrayer sur l'activité professionnelle. Quand on a su qu'on restait, je suis retournée étudier le portugais parce que je me rendais compte qu'il me manquait une belle page de grammaire. Mais ne pas hésiter à apprendre la langue, à s'investir dans le pays, à connaître la culture. Il y a tellement de choses tellement de choses différentes et fantastiques
hein, et ça oblige aussi à revoir toutes nos valeurs, puis à se dire attends, bah oui, on peut faire autrement. C'est tes principes alors plutôt. Oui, les principes, et c'est autre chose, moi qui vis ça depuis longtemps, c'est vrai que une fois qu'on a commencé à bouger, et ben, quand on revient au même endroit, on se rend compte qu'on a énormément changé et que les gens autour de nous ben, n'ont pas tellement changé. Et du coup, on a une sorte de clivage qui se fait, et on va parfois mieux s'entendre avec un étranger, mais qui a vécu à l'étranger, qu'un Français qui sera resté dans son quotidien, qui n'aura pas bougé. Ça, c'est assez curieux, parce que parfois, on n'a pas l'impression d'avoir changé comme ça. Et puis, quand on... Et en fait, si. Oui. C'est vrai. On évolue, en fait, dans nos valeurs aussi, dans ce qu'on est prêt à accepter aussi. Et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, toujours cette persévérance pour atteindre ton but. Et là, mission accomplie. Oui, j'ai encore du travail. Challenge. Beaucoup de travail. On m'a déjà demandé quand est-ce que j'allais écrire un autre livre. Et j'avais dit plus jamais. Puis maintenant, je suis peut-être. Bah oui, on attend que ça. Le premier, c'est lu trop vite. Et voilà, lu, relu, il en faut un autre. Ah oui, mais je surfe encore sur ce livre-là. Je ne suis pas encore prête à en écrire un autre, mais j'y pense, oui. Donc, ce que j'ai retenu aussi, c'est donc d'accepter les choses, de ne pas vouloir, parce que justement quand tu parlais de cette situation où on a quitté son emploi pour suivre son conjoint, de le voir lui évoluer et que nous on reste à notre place parce qu'il y a les enfants à éduquer, voilà, c'est comme ça. Même si on est active dans l'âme, qu'on va absolument travailler, ne pas vouloir bousculer les choses déjà parce qu'on est étranger dans un pays étranger, hein. Donc on ne va pas changer un pays entier pour qu'il s'adapte à nous, mais plutôt à nous de s'adapter et nous donner ce temps-là et se dire que de toute façon ça va payer et c'est le bon comportement à avoir. Oui, et puis je pense se souvenir de vivre dans le présent, parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire des projets et quand on déménage, tout ce qu'on avait comme projet, on est obligé de les mettre au repos. Et en profitant du moment, on se rend compte qu'on a pas mal d'opportunités auxquelles on n'avait pas pensé. Et d'être obligé d'arrêter de travailler et de s'occuper des enfants, eh bien, j'ai pas vu ça comme une contrainte. Au contraire, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper sympa, et j'ai tellement aimé d'ailleurs que ça m'a permis de voir que je préférais reprendre des études, donc construire, plutôt que d'essayer de trouver un job, parce que j'avais mon visa de travail en arrivant ici. C'est très important ce que tu dis. J'avais demandé, j'avais été un peu la princesse, j'avais dit ok, je vais au Brésil, mais alors cette fois-ci je veux un visa de travail. Et je l'ai eu. Donc j'étais ravie. Et quand je suis arrivée au Brésil, je me suis rendu compte que si je travaille, ça va être 8h. Et tu recommences. Et finalement, mes petits, ils grandissent quand même. Et j'allais avoir besoin d'une répétitrice en portugais, en français, en anglais, la babysitter pour les petits. Et puis je me suis dit non, c'est l'occasion justement de profiter de ce moment de pause obligatoire, mais de ne pas en faire une épreuve, d'en faire au contraire quelque chose de positif. Et ça demande un travail, hein, c'est pas tous les jours la fête. Hein. Il y a des moments, le mari rentre, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ma chérie? Et la réponse est j'ai rangé, j'ai nettoyé. Pas fait grand-chose. Voilà. Donc il y a tout un travail parce que la société ne valide pas ce genre de situation. La pression sociale, oui, j'en ai parlé dans avec un autre témoignage. Effectivement, c'est difficile à assimiler. Et en tout cas, difficile pour le conjoint en général, parce qu'il ne faut pas croire que quand c'est la femme qui est expatriée, pour l'homme, c'est même, je dirais, plus difficile encore, parce que les communautés qu'on retrouve sont surtout féminines. Donc on est un petit peu comme un pion. Moi je me souviens d'un homme qui était venu comme ça, suivant ça, il était hollandais mais il avait mis ses enfants à l'école française et on avait vraiment sympathisé. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où c'était un petit peu étonnant de l'inviter à prendre un café pour juste passer un petit moment ensemble en toute amitié. De temps en temps, on disait, est-ce que c'est une bonne idée, ou alors lui-même ne voulant pas participer parce qu'il savait qu'il allait y avoir que des femmes, se disant j'ai pas ma place. Hein, donc
C'est de toute façon un challenge. Et je pense que c'est plus difficile pour le conjoint qui suit que pour conjoint masculin, oui. Voilà. Parce que finalement, les enfants et le mari, ils retrouvent une routine très vite. Et un conseil, c'est avant même de s'occuper de soi, s'assurer que tout le monde est dans une routine qui fonctionne. Pour être disponible soi-même après à cette prise de recul. Voilà. Donc investir sur les enfants, la routine, les amis, les sports, etc., le mari. Et une fois que tout est agendé, enfin tout est déterminé, tu peux penser à ton projet et commencer à faire quelque chose. De temps, oui. Ouais. Mais c'est une prise de recul aussi, comme tu le disais, ça t'a amené à réfléchir. Je ne l'ai pas vécu comme une contrainte. Si tu avais embrayé sur un job dès le départ, un poste en entreprise classique, entre guillemets, alors certes, tu aurais boosté ton niveau de portugais, sûrement. Mais voilà, tu n'aurais pas été forcément dans la lignée de ta mission, de ce que tu voulais faire au final. Et en plus, tu aurais perdu du temps avec tes enfants et tu aurais été frustrée, effectivement. C'est ce que je me dis. C'est pour ça que, de toute façon, moi, je pars un peu du principe que je ne regrette pas. Donc, j'essaie de voir le côté positif de tout ce qui m'est arrivé. Mais c'est vrai que ce sont des embûches à chaque fois. À chaque fois, il faut tout recommencer. Et puis, par exemple, aux États-Unis, j'avais quand même trouvé un job à mi-temps, à 10 minutes de la maison. Donc, c'était le rêve. Et donc, il a fallu que je démissionne, que je reparte à zéro. Et maintenant, même si tu devais repartir, tu continuerais ton projet de nutritionniste. C'est à vie, là. Voilà. Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai repris les études. Je me suis dit, je veux devenir une expert dans mon métier qui puisse me suivre partout. Mais pour arriver à ça, je vais le faire quand même avec la France, parce que je ne sais pas où je serai dans 2 ans. Je ne sais pas si je serai encore ici, aux États-Unis, parce qu'on avait de grandes chances de repartir sur les États-Unis. Donc je me suis dit, je vais valider un diplôme français, puisque je suis française, qui va de toute façon être une bonne base en nutrition. Les Français ont quand même plutôt la cote. Donc je me suis dit, je ne perds pas mon temps. Mais ça a été très très difficile. Il y a quand même du réfléchi derrière tout ça, de la préparation, c'est bien. J'y ai pensé pas mal. Et après, je me suis dit que ça aurait été tellement plus simple de le faire au Brésil. Aller à la fac, ils font ça en demi-période, donc j'aurais eu des cours le matin, j'aurais connu beaucoup plus de monde à l'époque. Mais bon, voilà. Donc aucun regret. Beaucoup de projets sympas, Mais un épanouissement professionnel et personnel ici, qui ne te font rien regretter. Non, Bravo Sophie, bravo pour le parcours. Merci. Bravo et merci surtout, alors non seulement de m'avoir consacré du temps, mais surtout merci pour ce que tu es, parce qu'effectivement tu portes ta mission vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu t'interroger. Absolument, parce que quand je t'ai rencontré, tu m'as parlé avec passion de cette mission que tu as. J'ai été tout de suite intéressée, même si a priori je ne suis pas concernée. Finalement, tout le monde est concerné par ce problème et si c'est pas toi, ça va être ta fille. Exactement. C'est très intéressant de voir que finalement ça touche à tout, à la structure familiale, sociale, individuelle. Et que dans mon cas c'est devenu vraiment une passion, et je pense que quand on a la chance de trouver une passion, c'est une grande chance dans une vie. Exactement. Donc pour être drivé toute sa vie par cette passion et pouvoir en vivre aussi, c'est intéressant. Voilà. C'est pas facile, mais c'est possible. Oui, parce que quand on veut, on peut, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors encore merci pour la mission que tu portes, pour le travail que tu apportes, les services que tu fournis à ces gens dans les hôpitaux, ici au Brésil. Et en général dans le monde. Tes études sont très intéressantes, tes recherches, tes livres aussi, je vous invite à les lire, parce que ça donne vraiment des conseils, même si vous n'avez pas de problème du côté de la nutrition. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'idées soulevées, de questions soulevées. Je casse des mythes surtout. Voilà, qui sont très très intéressants. Un retour au bon sens en fait. Voilà, moi je l'ai dévoré. Ah oui, tu l'as lu? Je savais pas que comme une gourmande que je suis. Et donc voilà, encore un grand merci.
ça incite au plaisir de manger. Exactement. Mais sans Et c'est faire quoi de- le plaisir de manger? C'est le plaisir de la vie finalement. Exactement. C'est le plaisir, c'est le plaisir essentiel de la vie. Et partager ensemble la nourriture, c'est l'une des plus grandes joies de l'être humain. Et donc un plaisir même de la vie d'expat. Et tout à fait. Et il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Hein. Oui. Très très belle culture. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci encore, bravo. À bientôt pour une prochaine interview d'une autre experte ou d'un autre expert en expatriation. Au revoir.